Bonsoir à tous. Bonsoir. Vous avez peut-être déjà lu ou entendu Yannick avec son premier roman, La déesse des petites victoires, qui était sorti en 2002 aux éditions Anne Carrière, qui avait été un gros coup de cœur et qui nous avait fait rencontrer un personnage que tout le monde ne connaissait pas, un personnage des mathématiques, Kurt Gödel. Aujourd'hui, on va partir dans un univers complètement différent, dans le monde de l'art. Ce roman est une vraie machine à remonter le temps, à faire danser l'histoire de l'art. C'est une grande fresque tourbillonnante qui va nous emmener dans le monde de la création artistique. Il faut que je vous précise, avant de laisser Yannick parler, que c'est un texte qui est en 2 parties. Une première partie de nos jours à Chicago, où on rencontre Joshua Shores, qui est producteur et animateur vedette de séries télévisées. Télé-réalité. J'ai dit quoi ? Série télévisée. C'est une télé-réalité. Parce que c'est important. Oui, c'est essentiel même, de télé-réalité, pardon. Et de Joshua, en remontant par écho de l'histoire, enquête généalogique dans le passé, on va arriver dans une deuxième partie, en Bohème, dans les années 20, dans l'école du Bauhaus, à travers laquelle on va rencontrer, autour de laquelle gravitent des marchands d'art, des artistes, des étudiants. Voilà ces 2 pôles-là. Alors, pourquoi Yannick Granec, le Bauhaus, cette école d'art qui a marqué le XXe siècle, mais qu'on connaît tous un peu sans bien la connaître, pourquoi est-ce que vous aviez une envie particulière de la remettre au goût du jour ? Qu'est-ce qu'elle a de particulier pour vous ? Il y a à peu près un siècle, j'étais étudiante en design. Et le Bauhaus, tous les étudiants en design et même tous les architectes sont biberonnés au Bauhaus. C'est la matière première, parfois on la considère un peu avec condescendance parce que c'est un siècle et demi avant, mais c'est la source même du métier et de l'environnement qui nous entoure. En fait, il n'y aurait pas Ikea s'il n'y avait pas eu le Bauhaus et les recherches fondamentales du Bauhaus. Et ce type de table en mélaminé montée à plat et baladée à moindre coût et fabriquée à moindre coût, on ne le sait peut-être pas, mais c'est grâce aux recherches des professeurs et des étudiants du Bauhaus que ce type de mobilier, pour le plus grand nombre, a été créé, en particulier. Plus tous les professeurs qui rayonnaient autour en peinture, comme Kandinsky, Klee, l'architecte majeur comme Gropius et Mies van der Rohe. Enfin, c'était un paradis de créateurs, c'est pas le mot que je voulais, mais un Eldorado artistique incroyable entre 2 siècles. Et d'ailleurs, c'est le pendant de ce que j'avais fait sur le précédent, puisque c'était une partie se passait à Princeton, où c'était le mont Olympe des scientifiques d'après-guerre. Et ben, le Bauhaus, c'est vraiment le mont Olympe des artistes et des créateurs de l'entre-deux-guerres. Voilà. Et pourquoi parce que pour moi, c'était fondamental dans ma formation, et que forcément, un jour ou l'autre, ça devait me préoccuper d'imaginer une fiction autour de ce thème. Voilà. Alors, on croise effectivement des professeurs, donc des peintres célèbres. Vous avez cité Klee, Kandinsky. Klee particulièrement, on le rencontre beaucoup dans votre roman. On lit certaines de ses lettres que vous avez inventées. On voit comment il est chez lui, comment il donne un cours. On se sent presque dans une certaine intimité avec Klee. Comment vous êtes empreint de ce personnage-là ? Comment on ose se l'approprier pour le faire parler, pour que ça fonctionne, parce que ça fonctionne très très bien. Comme à chaque fois qu'on s'approprie un personnage historique, il faut une bonne dose d'inconscience et puis un culot que je ne pensais pas avoir en fait. Mais après on s'en rend compte a posteriori. Il faut. Ma méthode, s'il y a une méthode, c'est de lire un maximum sur tout ce que je peux trouver sur le personnage. Donc, là, en l'occurrence, c'est des personnages du siècle dernier, donc il n'y a pas de témoignages audio ou vidéo, mais il y a des lettres, il y a des mémoires, des carnets, et il y a souvent une musique très particulière de l'écriture manuscrite, épistolaire plutôt, et on sent la personnalité de cet homme à travers ce qu'il écrit. Et ce mélange constant dans ses lettres et ses mémoires entre le très très haut,
j'allais pas dire le délire cosmique, mais parfois oui, ça peut tourner au délire cosmique chez Clé. Et puis des préoccupations très matérielles, très triviales. Qu'est-ce que je vais faire à manger ce soir? Félix, mon fils, a un rhume. Et c'est un aller-retour constant entre le sublime et puis le trivial. Et c'est ce qui fait l'œuvre de Paul Klee, en fait. C'est un personnage C'était une personne très, très bienveillante, très humaine. Et les pieds sur terre et la tête dans les étoiles, mais jamais discontinu. Voilà. Et en même temps, vous nous tendez des petits pièges parce que parmi toutes ces célébrités, vous inventez aussi des artistes. Parfois même, vous citez leur fiche Wikipédia alors qu'en fait, ils n'existent pas. Donc, vous aimez bien jouer avec le lecteur et nous perdre. Pourquoi? 4 ans de travail, il faut bien que je m'amuse à un moment ou à un autre. Non, j'adore ça. Et d'ailleurs, il y a beaucoup de petits cailloux blancs que j'ai laissés dans le livre, beaucoup de choses cachées, de choses qui paraissent extrêmement réelles, mais en fait qui sont totalement inventées. Et oui, au contraire, c'est un jeu de pistes. Donc, par exemple, le bal mécanique, donc le titre du roman, est cité comme un tableau de Paul Klee. Absolument pas. C'est un tableau que j'ai complètement inventé. Je l'ai pas peint parce que bon. Pas non plus pousser le vice jusque-là, mais bon, j'ai une vague idée de ce que ça pourrait être. Et le titre est inspiré de ses titres à lui. Et puis aussi, il y avait Fernand Léger, à peu près à la même période, qui faisait le ballet mécanique. Il y avait une chorégraphie de Schlemmer qui tournait aussi autour de ce thème. Donc c'était vraiment une prosodie de l'époque, quoi. Enfin, c'était voilà. Et le ballet, et je commence à digresser, mais bon, on est là aussi pour ça. Et qu'est-ce que je voulais dire? Oui, en fait, le bal mécanique. Donc c'est un tableau de Paul Klee, mais c'est aussi la mécanique familiale, en fait, parce que tout ce livre est une mécanique familiale sur 4 générations, et en particulier donc la mécanique névrotique. On comprend comment chaque personnage porte le poids de la génération précédente, et sans pas forcément savoir ce qu'il y a dans les valises et ce qui lui fait mal au dos. Parce que c'est le principe, on en est tous là, je crois. On sait qu'il y a eu des choses avant, mais on ne saura jamais tout ce qu'il y a eu. Et c'est cette petite machinerie que j'ai construite patiemment et à un moment, il y a une petite pièce défectueuse. Et ce petit secret-là va rendre toute cette grande machinerie pas défectueuse en elle-même, parce que la vie continue, mais elle grippe la mécanique familiale, et une toute petite erreur ou un tout petit choix différent d'une génération va influer sur la vie de la génération précédente et celle de ses descendants. Parce que vous avez employé un mot, le mot jeu de piste. Je crois qu'il est très très parlant pour votre livre. On pourrait dire aussi un livre d'enquête, parce qu'effectivement, entre Joshua et la partie bohème, on est dans une enquête généalogique. Donc on est pris vraiment par un suspense, des découvertes, des points de vue qui se retournent. Et chaque chapitre, au début du chapitre, vous avez le nom du personnage dont on parle, dont on va adopter le point de vue, le lieu et l'époque, qui peut changer d'un chapitre à l'autre. Et pourtant, on n'est jamais perdu. Vous arrivez à retenir bien toutes les ficelles. Ça, c'est assez extraordinaire. Ça a été compliqué à mettre en place cette charpente-là, cette structure. J'ai l'impression que c'est mon mode de pensée, donc je dois être compliqué dans ma tête, mais en fait c'est un livre sur l'art et sur la vision du monde. Donc chaque tableau, chaque peinture, chaque photographie est le regard d'une personne, d'un individu à un instant donné et dans un lieu donné. Et donc c'était important pour moi d'écrire de cette façon, en fait, d'écrire comme si je faisais un tableau. Et d'ailleurs, l'ensemble du livre est quasiment un tableau de cubiste, puisqu'il est défini par de multiples angles sur un seul et même canevas. Voilà. C'était quoi la question? C'était ça, la structure. Ah oui, la structure, oui. C'était une structure cubiste, oui, mais cubiste, alors analytique, hein, parce que je suis une analytique. Et après, c'est un jeu de pistes que je me fais moi-même aussi. Donc je me donne des règles du jeu. Je sais à peu près que ça doit passer par tel événement pour que ça soit logique dans la mécanique que j'imagine à peu près au début. Et puis c'est à moi de retrouver les bonnes pièces de puzzle. Et puis plus ça avance,
comme dans un puzzle un peu compliqué. On commence par un petit coin de nuage un peu flou en haut à gauche. On trouve le pied d'un chien là. Il y a vaguement une femme qui se promène, et puis d'un coup, paf, 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 toutes les pièces s'emboîtent, et puis plus ça va vite, quoi. Et ce moment-là est assez jouissif. Mais il faut bien travailler avant, mais faut le mériter. Donc vous l'aurez compris, il y a à la fois de l'érudition et en même temps toujours du plaisir. On découvre vraiment tout à fait en finesse les théories et l'évolution de l'histoire de l'art et ses enjeux. Et en même temps, il y a des pages magnifiques sur la couleur, la matière, la manière de peindre un paysage, des artistes en création. Donc c'est à la fois un livre analytique et en même temps extrêmement sensible et très beau pour ça. Et puis énormément d'humour. Voilà, beaucoup de plaisir. Charnu, lumineux. Et puis je lis ma dernière phrase parce qu'elle me plaît bien, peuplé de personnages de caractère qui interrogent leur rapport au monde, leur manière de le voir et de le transmettre. Ça va, ça ? Oui, l'idée de transmission, c'est très important pour moi. C'est même la conclusion du livre. Qu'est-ce que la transmission ? Voilà, maintenant on a transmis, c'est à vous de reprendre le flambeau et de le lire. Merci beaucoup, Yannick. Merci à vous.